المتدخلين الأستاذ الدكتورة شهيدة مثل من معهد أنطار جامعة الجزائر 2، السيدة نيجي كاتريني بوتراكو من دولة اليونان، السيد محمد وابل من جامعة كيرت، السيد عبد الوهاب النيسا من الجامعة معهد أنطار جامعة الجزائر 2، والدكتوراه ياسمين أبوني من جامعة الورود معمري ديزيز. رئاسة الجلسة ستكون بقيادة أستاذتنا الأستاذة الدكتورة فريدة عمروس من معهد آثار جامعة الجزائر 2، ومقرر الجلسة الدكتور الياس عريفي من المركز الوطني للبحث في علم الآثار. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم. نفتح الجلسة الصباحية الأولى للمداخلات العزيزة. أول مداخلة تحت عنوان ملامح رومانية في الجزائر اليوم. La romanité dans l'Algérie d'aujourd'hui. من الأستاذة الدكتورة جيدة مهندس من جامعة الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نفتتح هذه الجلسة بمداخلة قد لا نعتاد على مضمونها، لم نعتاد على مضمون كهذا، ولكنها تدور في نفس الموضوع حول الرومان. إذا كما نرى العنوان Fait de romanité dans l'Algérie d'aujourd'hui, nous souhaitons d'abord aviser notre aimable public ici présent que cette communication est loin de toute idéologie ou instrumentalisation de l'histoire. C'est l'effet de... Ce sont donc des réflexions observables de notre vécu et qui deviennent vite un thème très passionnant. C'est avec enthousiasme que nous présentons ma collègue Nejma Sarraj El-Mili qui s'excuse pour ne pas être venue, et moi. Donc, cette communication qui n'aborde pas la thématique de la romanisation selon son contexte classique, mais plutôt de la survivance de traits de romanité ou de l'héritage de la civilisation romaine dans notre quotidien. D'où le choix du titre « Traits de romanité ». Notre approche donc s'inscrit dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'ethno-archéologie. Avant de commencer notre exposé, nous citons quelques publications relatives à la romanisation, parmi lesquelles le dernier ouvrage de Jean-Marie Lasserre, Africa Causa Roma, à qui, c'est-à-dire ce livre est un choix du titre qui en dit long sur la romanisation de l'Afrique. On vous
qui a su dialoguer d'après ses propres propos avec l'Afrique romaine, en particulier sa riche contribution dans le domaine de l'épigraphie. Donc notre communication a trait à trois axes principaux. D'abord l'onomastique. Commençons par le nomastique qui sont, c'est-à-dire on a pris c'est-à-dire qui ont relation avec les noms, des prénoms aujourd'hui qui existent en Algérie, mais qui étaient à l'époque antique des gentilicia ou cognomina. Commençons par le nom Ania. Ania, on a pris comme exemple, comme nous sommes les hôtes de la ville de l'antique Calama, on a pris la célèbre inscription d'Ania qui a fait construire le célèbre théâtre, le magnifique théâtre qui se trouve toujours à Guelma. Donc Ania, c'est un prénom aujourd'hui qui est largement diffusé en Algérie, notamment en Kabylie. Nous avons aussi un autre nom à l'époque antique, c'est un gentilicio, un nomen, mais qui se trouve comme un prénom rare, c'est un prénom rare aujourd'hui, dans le Sétif, dans la région de Sétif, on a encore la survivance de ce nom, qui est un prénom aujourd'hui, Bébia, mais on le prononce Bibia. C'est en connaissance de cause. Je connais très bien les gens qui s'appellent, qui ont ce prénom. Donc Bébia, qu'on appelle Bibia. On a aussi Kessa, Cassia, qui se rapproche beaucoup de Kaissa. On a aussi Camilla. Tout le monde connaît Camilla. Donc, origine latine, mais il y a quand même un point d'interrogation. Ici, on ne parle pas vraiment d'origine, c'est lorsque l'occasion se présente seulement. Alors, Cassia, nous avons Camilla. On peut aussi la rapprocher de Camilla, on a aussi Camilla. On a aussi Fauza, qui existe aussi avec la même prononciation aujourd'hui. C'est en connaissance de cause. Je connais des personnes qui s'appellent Fauza, du moins dans la région de Sétif. Et on peut le rapprocher de Fauzia, Fauzi, Feiza, donc on le trouve dans les inscriptions latines. On a aussi Fadiliana, qui dérive, c'est un dérivé de Fadila. Donc Fadila, j'ai fait une petite recherche et j'ai trouvé que Fadila était un nom qui existait à l'époque romaine dans la source d'un nommé Aelius Capitolionus, un des auteurs de l'histoire d'Auguste, 4e siècle. Et bien, figurez-vous qu'il y a la sainte Fadila. Fadila, comme ça se prononce aujourd'hui avec d'elle, et non pas d'elle. Ça n'a rien à voir avec Fadila. On a aussi l'Adla. C'est très intriguant. Quand j'ai trouvé cette inscription, l'Adla ici est un cognomen donné à cette femme. Bon, pour nous, l'Adla, c'est donné à une femme âgée, à sa maîtresse, en quelque sorte, quelqu'un que l'on respecte. J'ai fait une petite recherche pour trouver une trace de ce mot, l'origine de ce mot en latin. Eh ben, j'ai trouvé qui se rapproche de l'alium lala, qui veut dire berceuse pour endormir les enfants. Bon, j'ai fait une liaison, peut-être, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Il se pourrait que cette Alia Lala est une nourrice qui chantait des berceuses pour endormir les enfants. Pourquoi pas? Leila, Lila, Lila, il y en a. Donc, on les trouve. Donc, l'origine, on n'en sait pas si c'est romain ou là. Mais ce qui nous importe,
c'est cette forme latine qui existe et qui subsiste jusqu'à aujourd'hui. On a aussi Mona. Tout le monde connaît Mona. Donc c'est un prénom largement diffusé aujourd'hui. On ne sait pas aussi l'origine. On a aussi Malia. Melia. Je connais, j'avais une étudiante que j'encadrais qui s'appelait Melia. Elle est toute jeune. Donc Melia, il se pourrait qu'il ait une origine grecque, c'est-à-dire golfe magique qui se trouve dans la mer d'Igée, peut-être. N'en sais rien. Mais le nom existe depuis l'époque romaine. On a aussi Mimia. Mimia, tout le monde connaît. Donc Mimia, c'est prononcé aujourd'hui Mimia. On a beaucoup de vieilles qui s'appellent à sétif Mimia, carrément, avec I. Et Mimia, bien sûr, il est très connu, c'est d'origine romaine. La femme d'Alexandre Sévère s'appelait Mimia. On a aussi Moni. Dans la région de Sétif, on dit Moni. Dans l'Algérie, on dit Moni. Et là, on a Mounis. Donc Mounis, on prononce le S, vous savez que le latin, on prononce toutes les lettres. Mais quand même, ce nom existe toujours. On a Maria, pas la peine d'en parler. Maria, c'est bien connu, mais on le trouve beaucoup plus dans les inscriptions chrétiennes. On a aussi Norius. Dans la région de Sétif, on dit Noré. On a aussi Noria. Et on a à l'époque romaine Norius Noria. Comme ça se prononce. Et c'est d'origine romaine, le nom d'une famille romaine. On a aussi Nina. Pour nous, c'est un diminutif aujourd'hui. On l'utilise comme diminutif. Mais à l'époque romaine, on trouve une inscription. Là, c'est un cognomen, carrément, cognomen d'une femme qui s'appelle Kaikilia Nina. Et il est d'origine orientale. Le premier roi assyrien s'appelait Ninus. On a Rusula. Rusula, c'est le diminutif de Rosa, c'est-à-dire la petite rose. Et bien, moi, j'étais très étonnée. Dans la première promo qu'on était à Sétif la première année, j'avais une camarade qui s'appelait Rusula, comme ça. Ça m'a intriguée. C'est vraiment très rare. Mais il se trouve qu'il existe depuis l'époque romaine. On a aussi Ixita Romula. Romula, je vous fais passer une petite. Romula, c'est connu à Sétif. Voilà. J'ai trouvé cette vidéo postée sur Facebook, parfois ça sert Facebook. Le volume. Ah oui, c'est bon. Dommage parce que je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est technicien. Bon, l'anecdote de cette vidéo, bon, je l'ai trouvée postée sur Facebook. Ça m'a intriguée parce que c'est une jeune fille qui s'amusait avec sa grand-mère. Elle la faisait parler en français en lui disant « Dites d'abord comment je m'appelle en français ». Et la vieille dame, sa grand-mère, elle disait « Je m'appelle Romina ». Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est quand elle dit « Je m'appelle Romina ». Donc, Romina, c'est vraiment mon nom. Romulus, Romula. Bon, c'est un prénom qui en voie de disparition dans la région de Sétif.
C'est en voie de... Ah non, c'est sûr. Donc, je voulais vous montrer. Dommage que... je ne sais pas ce qui se passe, mais on n'a pas pu entendre la voix de cette vieille dame. Mohim, elle s'appelle Romina. Donc Romina, tout le monde connaît. C'est bien. Donc c'est bien. Tout paraît que c'est une origine orientale. Tout le monde connaît ce prénom, largement diffusé dans toute l'Algérie. C'est bien. D'après une petite recherche, donc il serait en relation avec les Yémen, d'origine du Yémen, donc l'Arabie Félix. Nous savons tous que l'Arabie Félix veut dire les Yémen. Nous avons aussi Siliha. Vraiment, ça m'a intriguée. Faisons ma recherche, Siliha, c'est Saliha, carrément. Bon, il y a le I, mais ça se rapproche de Saliha. Et quand j'ai fait ma petite recherche sur l'origine, je n'ai pas trouvé. Donc, il se fait que vraiment est d'origine locale et latinisée tout simplement. Saliha, donc c'est vraiment vieux. Sophia, tout le monde connaît Sophia. Sophia, c'est connu surtout dans les institutions latines chrétiennes. Il se pourrait qu'il ait une origine grecque, qui a une relation avec la sagesse. Voilà. Sassan. Dans la région de Sétif, on a Cécia, largement diffusée. Donc, Cilia, c'est vraiment romain. Cilius, Cilia, famille romaine. Carrément, hein. Il n'y a pas aucun doute. Cilia, ce prénom largement diffusé aujourd'hui, en particulier en Kabylie. Ma voisine s'appelle Cilia. C'est en connaissance de cause. Pour terminer avec l'onomastique, j'ai choisi Quinta. Bon, Quinta, c'était un cognomen très répandu à l'époque romaine. Il se peut que ce cognomen, qui était vraiment répandu à l'époque romaine, soit la traduction de Ramsa, qui existe beaucoup dans l'est de l'Algérie, et je sais qu'en Tunisie aussi. Beaucoup de femmes s'appellent Ramsa. Ah, mais ça, Ramsa. Donc, Quinta serait la traduction, Ramsa serait la traduction de Quinta. Pour la linguistique et l'étymologie des mots, nous avons relevé, ma collègue et moi, quelques mots, mais on n'a pas tout relevé, on a évité les mots qui ont un certain rapprochement, c'est tout, pour ne pas tomber dans la fantaisie. Donc, on a évité de les mentionner. Alors, nous avons ici avvocato, on dit dans notre parler avocato, capsa chemin. On va faire, pourquoi pas, fabrica, on dit, guitare, la guitare, caruca, en latin on dit caruca, mais si on prononce le mot en français, on dit carossa, tout simplement. Socius, cocus, le couche à la cousine, hein? Je crois que les Tunisiens disent le coquine, je pense, hein? Cucina, ça se rapproche beaucoup. La scola, eh ben, je ne sais pas si Sabgel va scola, mais je sais qu'à Sétif, on dit scola. Patrona, il y a le Warius, il y a d'ailleurs le Carlos, le bijou, le trésor Pirlo, la Morca, le Maroc, Sordilius, on colossor des soirs, hein? Ça vient du Sordilius. Ah ben, et là, quand j'ai trouvé, tout à l'heure, j'ai dit, on y reviendra pour le cognomen Lella. C'est lui qui m'a emmené loin dans ma recherche. Et figurez-vous que j'ai trouvé que Lella aussi se rapproche du verbe lallo, lalale, latin, qui veut dire chanter une berceuse.
Parce que nous avons en latin le verbe cantare, qui veut dire chanter. Et là, l'allolare veut dire chanter une berceuse pour faire endormir les enfants. Et là, j'ai trouvé Léli. Léli, ça veut dire chante, chante. Léli, Léli. Yoma Léli. Donc, je ne vais pas vous chanter la chanson, mais c'est un refrain qu'on connaît tous, surtout à l'est de l'Algérie. Par exemple, surtout dans le terroir de Sétif, le patrimoine de la chanson sétifienne, presque aucune chanson ne manque de Léli et de Léla. Donc, Léli, c'est-à-dire chante une berceuse. Mais non pas chante tout court. Il faut qu'il soit lié à berceuse. Parce que nous avons le verbe cantare, qui veut dire chanter. Mais vraiment, ça m'a intrigué. Voilà. Nous avons aussi capsula. C'est bon. Calamus, Carus, Kiratunia, Silicois. C'est surtout Silicois. Donc, le thème sont des petits Silicois. Falso, on dit tous falso. Misura, Poulos, Flos, Fornax, Forno, Souma. Quel Souma? Souma, nous avons le mot Souma en latin, qu'on le trouve lié aussi dans le lexique de l'évergétisme, quand on dit Souma honoraria, Souma legitima, etc. Souma veut dire la somme, le thème. Donc, on a شحال السومة شحال عطيني السومة تاع هذاك الشيء. Donc, c'est une survivance du mot souma. Nous avons aussi le sumus, summa, sumum, qui veut dire tout ce qui est haut. Mais là, c'est carrément la somme. Alors, pour terminer dans le linguistique et l'étymologie, on a trouvé parité in quoi. Par hasard, j'ai trouvé, donc, si on traduit partie in quoi, ça veut dire en partie dans laquelle. N'quoi. Regardez, dans les premiers temps de colonialisme français, dans les registres, des extraits des registres de commerce, ils notaient ça, extrait partie in quoi, des actes de naissance. Ou naissent pour abréger avec les Nicoisiens. Et jusqu'à présent, on dit Nicois. Donc, vous voyez donc, quand même, certaines citations et proverbes et dictons, nous avons ab imo pectore, qui veut dire une calbe, ab origine, ou les acta ex este fabula, l'abba classat, ab diteram, belhaf, ab vitam alternam, على طول العام كاربيديان عيش حياتك ديفيدي اوت ريكناس فرق تسو يسدم فاريني طينه وحده. Nous avons aussi primum vedere filosofare perché نتفلسف ستاسبيد in uno pardon واقف على رجل واحده نس سانا incorpore sano عفوا العقل السليم في الجسم السليم. Ça, c'était des mots que les Romains disaient pour célébrer la gloire des eaux romaines. C'était très connu. Errare humanum est. En français, toujours on dit l'erreur est humaine. On ne peut pas est modus in rebus. يزاد الشيء على حده مقابل ضده. Fiat voluntas tua, mais كل خير. وهنا j'ai trouvé dans les inscriptions d'Astif, en faisant une recherche, j'ai trouvé cette inscription très singulière au Félix Sitifis Béat de la Grèce Salvé. C'est-à-dire, تحية صديق الجميلة الصاعدة. Tout court, صديق العالي. الناس من بكري كانوا يقولوا صديق العالي. بعد أوتومبورا أومورس يعني هذا الزمان. Donc on نقولوها. Bon, on passe après ces citations, on passe à une autre étape, les coutumes
sur les traditions où on voit un héritage romain. Moi, je ne dis pas vraiment un héritage, c'est une acculturation. Donc, commençons par la tunique. La tunica, bon, d'après les recherches, on a vu que la tunica n'est pas romaine, n'est pas une invention romaine. Il y a par les gravures rupestres, on a la tunica qui porte ici, portée pour les hommes et portée par les femmes, la tunica longue ici. Donc, ce n'est pas une invention romaine qui a pris de qui à qui. Donc, l'essentiel pour les habits, donc nous avons la kuktigma, ou bien Eshiri, le kolkos chez les Grecs. Donc, ça ressemble à une hinaya. Regardez bien ici. Donc, ça, c'est une mosaïque qui se trouve à Sétif. Là, on voit la kolkos, le kolkos et la kukmeta. Et ici, on fait la relation avec une femme kabyle ici. On a aussi un autre exemple. Voilà. Là, on parle de Melhfa kabyle. Donc, on a ici le péplos à la forme attique à reprisant. On le trouve aussi. On a aussi, là, c'est une reconstitution, donc c'est l'archéologie expérimentale de la tunique gréco-romaine en France. Et là, la Melhfa algérienne, donc c'est une acculturation, on ne peut pas le nier. Je vais faire vite. Ici, en quittant une Europe kabyle ancienne, là aussi, on a une stèle de Skidda, deuxième siècle, tunica à Kolkos, Melhfa Ta'us Ada. Ici, on a aussi Melhfa kabyle le péplos. On a ici sur le haf, donc qui ressemble ici aussi le haf chez les Kabyles, les Algérois, enfin dans toute l'Algérie. On a aussi par exemple le voile porté par une femme romane en pala, ça ressemble beaucoup à Melhfa Ta'us Ada. On a aussi une femme voilée qu'on a en archéologie dans la Sirène en Libye, donc la Hadja depuis l'Antiquité. On a donc les Kalimna ou Pro-Kalimna l'Hadja. On a pris deux exemples ici. Donc j'ai un tableau réalisé par Félix Mahmoud en 2001. Et là, c'est une photo postée par Kalbi d'une femme sétifienne. On voit l'Hadja sur la tête. Alors le bournos, tout le monde connaît ça, c'est que le bournos est d'origine latine. On ne peut pas le nier. Mais on voit qu'il y a quand même certaines différences. Le painola chez les Romains ne tombe pas jusqu'au pied. Par contre, le bournos il tombe bien sûr. On a par exemple le paino du de Naples, on a, je ne sais pas de quelle région, le Anotable de Manor, musée également, on a pris les c'est-à-dire il y a quand même une pérennité, une continuité. On a aussi une fibule romaine 3e, 4e siècle, voilà, qui ressemble un peu à les Aurès. Ici, on a le musée du Portier, on a les Aurès. C'est vraiment intriguant, une fibule gallo-romaine qui représente vraiment ce qu'il y a en Kabylie. On a trouvé aussi qu'il y avait quand même une survivance de Ta'al-Kamara. Bon, si ça d'ailleurs, on n'a pas un exemple archéologique en Fibladma, mais un monument de la nourrice Sévérina en Pologne qui nous montre le bébé émailloté, donc Mgammat. Là, on voit les étapes où les Romains faisaient la même chose que nous. Ils libéraient le droit droit, le droit gauche en deuxième lieu. Parce que sinistra, toujours sinistra, c'est-à-dire gauche, symbole du sinistre. Donc les Romains, quand ils mettent qui m'a qu'à les chiffres pairs, qui pourraient impair, qui m'a la même chose. Donc là aussi, pour les Mensa, c'est pour dire qu'il y a les fêtes, les Mensa, c'est-à-dire pourquoi j'ai choisi les Mensa, on a choisi les Mensa.
c'est pour dire qu'il y a quand même une survivance de certaines fêtes païennes. Par exemple, on a c'est une survivance qui a été de l'époque païenne. Donc, la chose qui est différente, on va sur la tombe c'est-à-dire il y aura sur la tombe le défunt. Par contre, là, il y aura Fdar. Voilà. Donc là, on voit par exemple une vieille photo du cimetière de Qatar. On voit les gens, du bolum, le mec là, c'est comme ce qu'on faisait les médecins funéraires à l'époque romaine. Et ça s'est perpétué à l'époque chrétienne. On a les jeux, il y a aussi, j'ai oublié de mentionner, la tradition de mettre de l'eau sur l'akbar. Cette tradition remonte bien à l'époque romaine. Oui, à l'époque antique, c'est le culte de refrigerio, c'est-à-dire mettre de l'eau sur la tombe. On a le jeu des osselets. Pentelita. C'est un jeu quand même qui s'est perduré à l'époque maintenant. Bon, il a disparu carrément, mais bon, ça c'est pas en Algérie, c'est un musée à Naples. Il y a par exemple, Etienne Dîner a fait un tableau où se met Kruta. Ça deux femmes, c'est destiné beaucoup plus aux femmes, les femmes qui jouaient beaucoup plus. Regardez, on a trouvé, c'est surtout ma collègue Nejma Sarraj, que je remercie, elle a trouvé ce terme qui représente justement le jeu des osselets. Et c'est écrit la Reimat osselet, carrément. Il y a aussi cette accusation, il y a des amphores, une amphore qui a été trouvée à Ostir pour dire qu'il y a quand même une acculturation, une amphore africaine. Il y a aussi, pourquoi on a choisi ça? Parce que ces genres d'amphores se retrouvent jusqu'à présent. C'est l'usage qui a changé, tout simplement. Transporter le vin, l'huile, maintenant, c'est beaucoup plus l'eau. Voilà, elles sont très belles. Voilà. Et aussi quelques traditions. Donc, la presse avis qu'on trouve jusqu'à présent dans les oreilles. Il y a aussi les travaux des champêtres. Par exemple, une mosaïque de Cherchel. Et là, je rappelle que ma collègue Nejma Sarraj, elle a fait un très bon travail de magistère, justement, à la Zeraat el-Kouro. C'est un travail vraiment magnifique. Donc, c'est tiré de sa thèse. Là, on a une ville en Montreuil et on la trouve jusqu'à présent. On a aussi ville basse en spirale qu'on trouve jusqu'à présent. On a aussi musée de Cherchel en pioche avec tranchant. Aussi, aussi, les mêmes outils qu'on retrouve. Et en conclusion, donc, on dit nous pouvons constater la persistance de la langue latine, prouvant que les Africains sont restés empreints de romanité pendant longtemps, un héritage qui a survécu jusqu'au 7e siècle, d'après les inscriptions découvertes à Tlemcen et de surcroît consacrées au dieu Man, et jusqu'au 11e siècle dans la région de Ndjila en Libye et dans la région de Kairouan en Tunisie. Reprenons les propos de la serre, la latinité ne fut pas juste un vernis superficiel et fragile, vite écaillé, vite emporté. Nous ne pouvons pas nier cette intégration très large d'Africains dans la culture romaine, comme l'atteste l'archéologie et surtout l'épigraphie. Une intégration où allogènes et indigènes n'étaient pas séparés, mais opposaient les dévots des anciens cultes aux fidèles d'une religion universaliste. Ces Africains romanisés ont partiellement exprimé une culture commune, romaine et africaine, une acculturation entre les deux civilisations, une inter-influence. On aurait du mal parfois
à octroyer l'origine de certaines choses à telle ou telle. Donc, إنه تمازج حضاري لا يمكننا إنكاره يبين التنوع الثقافي الكبير للجزائر. شكرا. Son Excellence, Madame la Marquise de la Grèce, intitulée L'impact des valeurs et stratégies militaires ainsi que des personnalités militaires d'envergure sur la romanisation d'après les sources grecques de l'Antiquité tardive. Remerciement, Madame la Présidente, et un remerciement aussi aux organisateurs du colloque, à l'Université de Guelma et ses représentants ici, ainsi qu'au Centre de recherche à l'archéologie d'Alger, avoir choisi ce très beau thème qui nous implique tous de tous les côtés de la Méditerranée. Moi, je veux, après cette présentation sur les survivances de la humanité, je veux vous retourner un peu en arrière et voir comment ce processus de l'humanité a touché quelque chose de très spécifique, les valeurs et stratégies militaires et les personnalités de valeur. Et pour le faire, je vais prendre comme source quelques historiens de l'Antiquité tardive, à savoir Procopes de Césarée, Agathias de Myrina et Marcos de Philadelphie, qui sont tous trois des historiens de l'art grec, ce qu'on appelle les historiens classicisants de l'Antiquité tardive, surtout du VIe siècle, qui s'inscrivent dans la ligne des historiens classiques d'Hérodote, de Thucydide, de Siscapolyme, et qui adoptent leur démarche narrative et leur repère géographique. Bon, ici, vous savez, le partage de l'Empire romain en Empire de l'Ouest et en Empire de l'Est, et vous voyez où passe exactement la ligne de partage qui est dans la grande site de la Tripolitaine d'une partie et la Libye de Pentapole de l'autre partie, qui est en réalité le monde qui parle plus le latin à l'ouest et le monde qui parle plus le grec à l'est. Bon, on va revenir là-dessus. Maintenant, moi je me tourne vers Procope, cet historien de l'Antiquité tardive, qui était lui-même, je très connu, un secrétaire particulier du général byzantin Bélisaire, et qui a pris part dans toutes les guerres qu'il décrit dans ses ouvrages qui s'appellent Apropos les guerres. Et ça, c'est l'édition d'Inhofe, l'édition du XIXe siècle, pour ceux qui veulent voir les textes. Et ça, c'est l'édition beaucoup plus récente, évidemment, d'Agathias, encore un historien de la fin du VIe siècle, mais qui se base sur Procope. Ça veut dire que je vais utiliser beaucoup plus Procope qu'Agathias. Ce qui veut dire comment ils adoptent leur narration par rapport aux anciens historiens grecs. Ça veut dire tout simplement qu'ils narrent les événements en se basant, en nous présentant des personnalités. C'est une démarche narrative qui met en avant une personne qui a fait quelque chose qui veut dire tout simplement que c'est un protagoniste, car, d'après les historiens, les actions d'une personne bien placée peuvent avoir un impact décisif vraiment à la suite des événements. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme repères géographiques, ce genre-là? Ils ont des repères
géographique de la Libye et de l'Afrique, en ce qui concerne cette région-ci. Et quels sont les peuples mentionnés? Ce sont les Romains, les Romains, les Vandales, les Vandales, et ça comprend dans propos toutes les tribus germaniques. Les Alains, par exemple, il y a les Libyens, les Libyens, mais attention, je dois revenir là, parce que les Libyens, ça ne veut pas dire les gens de Libye. Bon. Et les morts, et toute une série d'autres tribus, on parle des Lévans, des Bermarans, des Freiks, qui sont identifiés par des noms d'endroits ou par les noms de leurs chefs. Pourquoi on parle des Nazarons? Les Nazarons, les gens d'Amon, c'est-à-dire du chef qui est où il y avait des temples d'Amon, l'oasis de Sira, en Égypte. Mais on a toujours le nom Nazarons. Et vous allez le voir partout ça, dans les petits extraits que je vais employer, les textes grecs de Procope, et en bas, une traduction en français, même pas de tous les textes, ça serait trop, et uniquement c'est dont on a besoin. Et là, nous dit Procope que les Libyens, les Libyesses, on traduit par Libyens, mais ce ne sont pas les Libyens d'aujourd'hui, étant des Romains depuis toujours. Ça, c'est une traduction mot à mot. Sauf que le mot grec toanek depuis toujours, c'est employé pour dire d'un passé lointain. Ça ne veut pas dire depuis toujours. D'ailleurs, la traduction latine du texte donc explique depuis l'origine en latin. Ce qui n'est pas exactement la même chose, mais ça veut dire depuis un temps très ancien. Maintenant, si on va au géographe, l'Afrique est appelée Libye. Quand Procope emploie les mots Libye et Libyen, ça veut dire les Africains du Nord. Parce que Pline, déjà, nous dit que pour les Grecs, dans Strabon, on trouve ça, la Libye, entre guillemets, le mot Libye, c'est en réalité l'Afrique du Nord, à partir de Gibraltar et jusqu'en Égypte. Les frontières de la Libye, dans ces historiens-là, ça prend toute l'Afrique du Nord. Et voilà, là, le partage qu'on vient de dire Procope, qui à l'Empire d'Occident fut lié la plupart de la Libye pour une distance de 90 jours de Gadera et Gibraltar jusqu'à Tripoli. Et l'empereur d'Orient, il partage la Libye de la Cyrénaïque jusqu'à Nepidam. Nepidam, c'est Touracho en Albanie actuelle. Et vous avez vu sur la carte la ligne qui passe vraiment entre les deux de la déserte jusqu'à Albanie actuelle. Et tout à l'est va à l'Empire d'Orient. Maintenant, quand on parle de valeurs militaires dans Procope et dans les guerres, qu'est-ce qu'on veut dire? On a un mot grec qui est là, le mot arrêté, c'est la vertu, c'est le latin virtus, et c'est une somme de traits moraux, courage, bravoure, honnêteté, grandeur d'âme, intellectuelle, y compris la tactique militaire, et politique, y compris l'administration civile et militaire. Et le mot Procope nous pose quelques exemples de ces vertus vraiment morales. Il y a aussi l'opposé de ça, c'est la coardice, la négligence et l'amour des plaisirs. Et voilà ce qui nous cause une personnalité. Parmi la Romaine, 4 généraux, et Aëtius, Boniface, Majorien, qui est un empereur aussi bellicère. Parmi les Vandales, Genséric et Omer, on parle d'Achille de Vandale. Parmi les Libyens, c'est-à-dire, en réalité, le peuple romanisé de l'Afrique du Nord, c'est Apollinaris, vous voyez, c'est un nom latin d'ailleurs. Parmi les morts, Antalas, le chef des Freiks, et parmi les Massagètes, qui sont des auxiliaires de l'armée et l'armée romaine, encore un chef qui se pose un combat singulier, on va le voir par après. Voici le contraire de la vertu, c'est la fainéantise, c'est la négation des vertus militaires qu'on la trouve chez le roi Vandale Ingéric, le petit-fils de Genséric,
qui est vaincu par les Morgananes. Par contre, voilà les deux généraux romains, ainsi que c'est Boniface, tous deux, nous dit Procope, très braves et experts en matière de guerre, avec tant de grandeur d'âme, plein de tout autre vertu, que ça c'est les jugements de Procope, on ne saurait pas se tromper en les appelant, chacun d'entre eux, les derniers des Romains. Et là, ce sont les jugements de Majorian, qui est un empereur, d'abord usurpateur et ensuite empereur, de 477 à 461 de notre ère, qui vraiment ne voulait pas que l'Afrique, je parle du moins, j'emploie le mot Afrique, pour toute l'Afrique du Nord, pas en bas de l'Afrique consulaire. Il ne voulait pas que ça reste dans les mains de Vandal. Il avait préparé une flotte pour venir de l'Espagne, passer le Gibraltar et faire le tour jusqu'ici, sauf que le pauvre est mort avant de réaliser son dessein. Mais, nous dit que ce Majorian était celui qui surpassait tous les empereurs précédents en toutes vertus, et il veut dire les vertus militaires. Et ça, c'est Apollinaire, Apollinarius, un Libyen, entre guillemets, un Libyen, qui était allé en délégation avec une délégation des Libyens, c'est-à-dire toujours les Africains du Nord, pour prier Justinien, parce qu'il est entre-temps Gélimer, le premier roi Vandal, avait emprisonné les chefs le roi légitime Eldaric, de venir à l'aide des rois légitimes. Et effectivement, il a pris part aux guerres contre les Vandales avec la flotte romaine. Et nous dit Procope se montra bien brave dans cette guerre, surtout à Trécanaron, c'est la bataille décisive où Bélisaire a vaincu les Vandales. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit ces bons Procope à propos des Vandales? Après la défaite, il ne pouvait pas retourner dans leur pays d'origine parce qu'il n'y avait pas de bateau. Et en plus, il devait payer. Procope nous dit que les Romains étaient venus en justicier pour ce que les Vandales ont fait jadis aux Romains, gardez ce mot, surtout celui de Sante, d'accord? Et ça, c'est un discours de Procope, toujours de Bélisaire par Procope, qui fait l'éloge de la sagesse et de la discipline, car, dit, tous les Libyens, toujours les Libyens entre guillemets, étaient des Romains depuis toujours, et ils ne s'étaient pas soumis au Vandales de leur propre gré, et ils avaient souffert sous les joutes des gens barbares. Et il n'était pas juste pour que l'Empire, quoi que ce soit, parce qu'il s'était engagé de faire la guerre aux Vandales pour leur liberté. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Bélisaire est vraiment un bon administrateur. Et il a empêché l'armée qui conduisait à faire du pillage en arrivant à Carthage et en arrivant en Afrique. Et ça lui a assuré la bienveillance de la population. Pourquoi une carte de Grèce? Pour vous présenter la petite de Zakynthos qui est Zande, et vous vous rappelez les textes auparavant que les Vandales devaient payer, toujours Procope, pour ce qu'ils avaient fait aux Romains en habitant des Andes. Ça veut dire que comme les Libyens étaient Romains, les Grecs aussi du Péloponnèse et des Andes étaient aussi des Romains. Procope. Et on est ce processus de romanisation des deux côtés de la Méditerranée. Je continue avec Bélisaire, qui est les grandes, disons, personnalités, la grande personnalité d'après Procope, le grand général, vraiment la personnification de tous les partis. Ça, c'est un fameux mosaïque de San Vital de Ravel. Et voilà, c'est l'empereur Justinien avec les ordres de sa cour, des militaires de sa cour. Bélisaire est le premier, vous le voyez d'ailleurs, est le premier à droite de l'empereur. De l'autre côté, Maximian, c'est le seul qui était identifié. Ça veut dire qu'on ne peut pas le reconnaître facilement.
c'est l'évêque de Ravenna. Mais vous voyez aussi que sur cette mosaïque, les traits sont personnalisés. Maximilien, on voit très bien qu'il est chauve, et de l'autre côté, on voit que Bélisaire a une très belle barbe bien soignée. Entre autres, me dit Procope qu'il y avait parmi les morts une légende qui disait qu'il ne faut pas se tourner contre l'Empire aussi longtemps qu'il y a un barbu à la tête de l'armée romaine. Bon, Bélisaire, comme vous pouvez voir, c'est un barbu, tandis que dès qu'il a été remplacé par Salomon, qui était élu, alors un verbe, il y a eu des révoltes. Évidemment, c'est une prophétie excellente après le coup, mais ça veut dire vraiment que la réputation de Bélisaire était telle que du moment qu'il y avait un bon général là, il ne fallait pas se tourner contre l'Empire. Maintenant, il y a quelque chose que je dois mettre en valeur, c'est que les morts des Numidides, Byzacènes et Mauritanie, césariens, avaient demandé à Bélisaire de se mettre sous l'autorité de l'empereur. Comment ils avaient fait ça? Ils avaient demandé à Bélisaire de recevoir de lui les insignes du pouvoir de l'Empire, car, nous dit Procope, il y avait parmi les morts la tradition de demander ces insignes du pouvoir, mais étant en guerre contre les Romains. Il y avait la légitimation du pouvoir par ces insignes du pouvoir. Et quels étaient ces insignes du pouvoir? C'était un sceptre en argent doré et un couvre-chef du Procope qui ne couvre pas toute la tête, mais en forme de couronne. Un manteau blanc pris par une brosse d'or sur l'épaule droite, comme le manteau de Thessalie. Est-ce qu'une reconnaissance internationale, c'est moi qui reste par le texte de Procope, ou une sorte de communauté, de commandoirs, de patrices romaines? Car, et je retourne là, et vous voyez ce qui porte Bélisaire. C'est exactement ça. C'est un manteau blanc pris avec une fibule, avec une broche à l'épaule droite. Et voilà, c'est un fresque qui vient de l'Italie du Sud, c'est un scène, un thème militaire. C'est la chapelle de Saint-Demetre à Policastro, à l'Italie du Sud, près de Prodrome. Et vous voyez très bien ce qu'il porte sur la tête, les couvre-chefs en tant que diadème, exactement comme décrivait les insignes du pouvoir Procope, et aussi la tenue militaire romaine. Et ça aussi, ça vient du musée d'Athènes, c'est un anneau avec l'archange Michel, toujours en tenue militaire, et une inscription qui dit que l'archange vient en secours. Et je rappelle que les archanges sont des officiers, entre guillemets, des ordres des anges. Alors ils portent le costume d'officier militaire. Maintenant, quand il parle des morts, il dit que les Vandales se sont confrontés aux morts, mais les Vandales avaient toute la science militaire, et malgré tout, ils sont vaincus par les morts qui ont un armement sommaire. Les textes grecs, c'est qu'ils sont nus, c'est-à-dire avec uniquement des lances et les petits boucliers qui ne sont pas bien faibles, les petits boucliers des morts. Et c'est pour ça que les Navantes, en 544, c'est une tribu, elles ont accepté 3000 pièces d'or pour laisser la ville à l'Arigos, parce qu'ils ne sont pas experts en siège. Ils n'avaient pas, ils ne pouvaient pas se tenir en siège, ils n'avaient pas des engins militaires pour se tenir le siège. Maintenant, autre chose qu'on retrouve dans Procope, c'est les combats singuliers. C'est que les passagers sont des fédérés, les auxiliaires de l'armée romaine d'origine des steppes. Ils sont vraiment très bons
Pour tirer, ce sont des archers, des cavaliers archers. Vous pouvez tirer, on nous dit des textes, sans flèche, en galopant. Ce n'est pas exactement facile à faire. Et là, il nous présente Atlias, qui est un officier de ces gens-là, et qui demande à Jacques Magana, qui est le chef du monde, un combat singulier avant la bataille. Et il nous dit qu'Atlias engagea la bataille en brandissant son arc de la main gauche, c'est-à-dire qu'il a une épée d'un côté et l'arche à la main gauche. Et vous pouvez le voir, ça c'est encore un sens, ça vient de Grèce, c'est un fresque de Monados. Et on voit toujours cette tenue d'officier avec l'archer avec l'arche à la main gauche. Encore, ça vient de Chypre, même Suzette. Et ça, ça vient de Thessalonique. Malheureusement, cette fresque-là n'existe plus. On ne sait pas si c'est un empereur ou un saint militaire. Cette église-là a été détruite au début du XXe siècle par un incendie. Malheureusement, on a des photos qui sont très anciennes et très pauvres. Bon. Et je vais revenir à Antalas, le chef fort, qui écrit à l'empereur Justinien que je serais né, que je suis serviteur d'État majesté. Pourquoi? Parce qu'il avait accepté les insignes du pouvoir de l'empereur Justinien. Mais il revendique le pouvoir au nom du monde, qui ont pris les armes contre Salomon, comment ça s'appelle, qui était le successeur de Bélisser, et qui nous dit, Antalas, il a nié le traité et nous a confisqué notre allocation de blé. Et si tu veux, il parle à l'empereur, si tu veux que le monde soit des secondaires, amène Serge, ça c'était le successeur de Salomon, et envoie un autre stratège en lui. Tu ne dois pas manquer donc plus Serge de meilleur que j'ai dit. Ça c'est vraiment extraordinaire quand on s'adresse à l'empereur et lui dit, bah, écoute, il y a d'autres, nous envoyer pourquoi tu as choisi quelqu'un qui ne vaut pas. Il n'a pas de valeur militaire, alors on ne le respecte pas. Et voilà, ça je vous dis, je vous mets un morceau de son salarié impérial. Malheureusement, c'est 6 siècles après, parce qu'on n'a pas vraiment des textes de la chancellerie impériale avant le Xe siècle. Ils sont détruits. Et le premier qu'on a, c'est Monados, qui vient du Xe siècle. Ça, c'est la moitié du XIIe siècle. Il existe toujours cet achat. Maintenant, voilà le jugement de Gatias sur Procop, comment Procop a défait le Vandale, et c'est que les mots ont fait subir plusieurs endroits de la lutte dans leur lutte avec les Romains. Les ont fait, parce qu'ils le disent toujours, que les historiens s'occupent des personnalités de leurs prophètes, déjà les poèmes d'Hérodote au VIe depuis le 5e siècle. Avant notre ère, nous disait qu'il allait écrire l'histoire des prophètes des Grecs et des barbares. Et je signale là, et là, c'est la première fois qu'on a les mots histoire, dans le sens d'aujourd'hui, parce qu'en grec ancien, historien veut dire tout simplement narrer. L'histoire, c'est une narration. Et ici, nous dit Justinien lui-même, dans une novella, une loi de l'année 736, qu'il a fait la paix avec les Perses, il a ramené à l'Empire les Aden, les Maures et toute l'Afrique. Et il peut maintenant se prétendre empereur des Romains en fait, et pas uniquement en nom. Et après les Romains, avec ça, avec leur perdu militaire, ont quitté leur fainéantise. Alors, on voit ces gens, ces historiens-là, il y avait une sorte de koiné, de communauté, par les différents peuples qui pouvaient, par leur chef, avoir un sentiment d'appartenance à eux, qui tirait son autorité des institutions et d'un passé commun, et qui appréciait le même trait, les vertus de personnalité en commun.
c'est peut-être un sentiment humain d'admirer ce qui assurait la sécurité et le bien-être et le progrès de tous. Mais ma contention ici est que c'était exactement ces valeurs militaires, ce sentiment de sécurisation sous l'Empire romain, soit ce qui protégeait, qui était l'armée romaine, faisait partie de la même koiné, de la même communauté, soit ceux qui se sentaient protégés faisaient aussi partie de cette koiné romaine. Et un des, disons, des meilleurs traits pour se sentir dans une communauté, c'est de se sentir protégé. Qu'est-ce que c'était alors ce qui a amené tout le monde à la romanisation? C'était le sentiment qu'ils étaient protégés par cet empire. Est-ce que c'est la valeur militaire? Peut-être. Mais comme vous voyez sur cette carte, il y a toujours quelque chose que le lycéen a fait très bien. Il a sécurisé la mer. Parce qu'auparavant, les Vandales faisaient des excursions de guerre civile. Ils avaient pris la Corse et la Sardaigne. Ils avaient des bases aussi avec les côtes de Sicile. Et ils faisaient des excursions, je l'ai dit d'ailleurs, au Péloponnèse et aux Andes, les îles grecques. Bon, Bélisaire a sécurisé tout cet endroit-là, sécurisé. Et les gens se sont sentis appartenant par la sécurisation à l'Empire romain. Et bon, il n'y a rien à dire sur ça. On est tous tout autour d'une mer Méditerranée. Et on peut dire, nous tous, y compris les Grecs, d'ailleurs, même aujourd'hui, nos amis de l'Est de la Grèce appellent toujours les Grecs, pas humains, mais loups, les Romains. Et, comme disait pour les habitants des Andes Procope, on n'est pas né romain, on le devient, et ça ne veut pas dire une inculturation, parce qu'il y a toujours en Grèce romaine une culture grecque. Ici, il y a toujours les cultures transies. On n'a pas perdu, mais on se sent tous partie d'un groupe inclusif. Et pour moi, ça c'est un trait qu'on a des valeurs communes, que ce soit les valeurs militaires, que ce soit les valeurs de la vertu, c'est-à-dire ceux qui ont la grandeur d'âme, la générosité et la sagesse. Je vous en remercie.